Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent jamais être effacées. Un vieux proverbe dit que celui qui inflige une blessure l'oublie souvent, tandis que celui qui la reçoit s'en souvient toute sa vie. Israël a peut-être cru que l'affaire était classée, que les eaux se calmeraient d'elles-mêmes. Mais la Russie, elle, ne classe rien. Pour la première fois depuis le début de ce conflit, quelque chose de fondamentalement différent se met en mouvement. Un signal est arrivé du Kremlin et il n'est pas à ignorer. Il y a quelques jours, au cœur d'une intense phase des bombardements israéliens, une information a filtré confirmée par plusieurs sources journalistiques indépendantes. Les forces israéliennes avaient frappé un site lié à l'infrastructure navale iranienne. Cette frappe n'a pas eu lieu dans le golfe Persique ou le détroit d'Ormuz, mais à Anzali, un port sur la mer Caspienne, où la Russie a des intérêts opérationnels, commerciaux et militaires. La justification israélienne était prévisible, une frappe préventive contre des capacités iraniennes. Benjamin Netanyahou a appliqué la même grille de lecture qu'il utilise depuis des années, celle du fauchage régulier. Mais il y a une différence capitale entre frapper un dépôt iranien isolé et attaquer un nœud logistique où des navires russes accostent. Netanyahou semble avoir oublié qu'il ne s'agissait plus uniquement d'un actif iranien, mais d'un actif imbriqué dans l'architecture russo-iranienne, dans une zone que la Russie considère comme relevant de sa sphère d'influence. Anzali n'est pas un port parmi d'autres. Ce port représente le principal point de jonction entre l'Iran et la Russie, un corridor nord-sud permettant de contourner les sanctions occidentales, de faire circuler des céréales russes et de transférer des équipements militaires. C'est ce couloir qu'Israël a choisi de frapper. Significativement, les États-Unis se sont tenus à l'écart de cette opération, maintenant une distance prudente. Ce n'est pas anodin. Israël vient de franchir une ligne géopolitique en frappant Anzali, un acte comparable à l'Ukraine attaquant la Crimée. Bien que l'Iran ne soit pas un territoire russe, ce port représente un lien crucial entre les deux nations, un lien que la Russie a construit et protégé, essentiel à sa stratégie face aux pressions occidentales. Contrairement à ce que Netanyahou semble penser, la Russie n'est pas l'Iran, le Liban ou Gaza. Il y a une différence significative entre frapper un allié de Moscou et attaquer un lieu où les intérêts russes sont en jeu. L'argument israélien, qui vise à cibler des cargaisons d'armement, est compréhensible dans son contexte interne. Cependant, Anzali n'est pas qu'un simple point de transfert d'armes, c'est une artère vitale pour l'économie russe, pour l'approvisionnement en céréales et pour la logistique militaire de Moscou en Ukraine. En attaquant Anzali, Israël ne s'attaquait pas seulement à l'Iran, mais à une partie intégrante de l'architecture stratégique russe. La réaction de Moscou a été rapide et sévère. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a qualifié l'attaque israélienne d'irresponsable et dangereuse, avertissant que de telles actions pourraient élargir le conflit. Elle a affirmé que la Russie ne resterait pas passive et n'oublierait pas cet incident, précisant que le conflit pourrait s'étendre aux États de la mer Caspienne. Arrêtons-nous un instant pour examiner la situation autour de la mer Caspienne. Quels sont les États qui l'entourent? La Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Ces nations exportent massivement vers les marchés mondiaux et la mer Caspienne est leur principale artère commerciale. La déclaration de Zakharova n'était pas personnelle, mais formelle, représentant l'État russe. Elle indique qu'Israël a affecté les intérêts économiques et militaires de la Russie, notamment son commerce alimentaire avec l'Iran. Cela ne sera pas oublié ni pardonné. Ce n'est pas le langage habituel de la diplomatie, mais celui d'un ultimatum. Les grands médias occidentaux ont à peine couvert ces événements, tandis que les médias russes, iraniens, turcs et chinois en parlent largement. Ce silence occidental
n'est pas accidentel. Il révèle une incapacité à rendre compte des dynamiques géopolitiques qui ne s'intègrent pas dans le récit dominant. Ce n'est pas un complot, mais une question d'angle et de priorités éditoriales. La Caspienne a un poids stratégique immense. Techniquement, ce n'est pas une mer, mais un lac fermé, entouré par la Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Depuis la dissolution de l'Union soviétique, la Russie a protégé cette zone. Une règle non écrite existait. La Caspienne est une zone de paix et de coopération entre ces États riverains. Personne n'y interférait jusqu'à ce qu'Israël décide d'agir. La frappe israélienne sur Anzali s'est produite loin des zones de conflit conventionnels. Ce n'était pas un dommage collatéral, mais une attaque délibérée dans une zone souveraine des États riverains. Israël n'en fait pas partie, et toute opération militaire extérieure est perçue comme une violation de l'accord tacite qui régit la région. Netanyahou le savait. La décision a été prise en pleine connaissance des implications d'Anzali, ce qui est particulièrement grave. Sur le plan militaire, il est crucial d'être réaliste. Israël ne peut pas durablement détruire Anzali. Les images satellites révèlent un port vaste, avec des kilomètres de quais, des entrepôts à céréales, des terminaux à conteneurs et des installations militaires avec l'Iran. Une frappe aérienne peut causer des dommages, détruire quelques navires, y compris des navires russes, mais ne peut pas rendre le port inopérable. Fermer Anzali est impossible. Même si c'était le cas, l'Iran et la Russie ont d'autres ports sur la Caspienne, d'autres terminaux et d'autres routes vers le Turkménistan. Israël ne peut pas frapper tous ces points en même temps. Alors, quelle est la véritable logique de cette opération? À mon avis, basée sur des décennies d'observation des grandes puissances, l'objectif n'est pas de détruire la logistique russo-iranienne, mais d'envoyer un message au Kremlin et de maintenir une pression sur l'Iran. Cependant, Israël sous-estime les conséquences. Si une frappe avait détruit un navire russe ou causé des victimes russes, la situation serait différente. Le calcul à Jérusalem est, je le crois, une erreur stratégique majeure. Un élément de contexte fondamental est à considérer. Il y a quelques mois, la Russie a proposé à l'Iran un traité de défense mutuelle similaire à celui signé avec la Corée du Nord. Ce traité stipule que si l'une des parties est attaquée, l'autre doit intervenir militairement, formant une sorte d'OTAN entre eux. La Corée du Nord opère déjà sous le parapluie nucléaire russe, expliquant la présence de soldats nord-coréens aux côtés des forces russes. Kim Jong-un a célébré cet accord, conscient de son importance stratégique. La Russie a offert le même engagement à Téhéran, mais l'Iran a refusé. La faction parlementaire iranienne, croyant encore à un accord avec l'Occident, a rejeté la proposition, préférant garder ses distances avec Moscou. Aujourd'hui, Israël montre à l'Iran le prix de cette décision. L'Iran est sans protection formelle, vulnérable aux frappes israéliennes, tandis que la Russie observe sans obligation de réponse, jusqu'à ce qu'Israël touche la Caspienne, là où l'équation change. Israël est conscient que l'Iran ne possède pas de parapluie nucléaire et que la Russie n'est pas légalement obligée de défendre l'Iran sans un traité de défense mutuelle. C'est pourquoi Israël a poursuivi ses frappes sur les installations iraniennes sans craindre une réponse militaire automatique de Moscou. Cependant, en attaquant Anzali, Israël a franchi une ligne, touchant des intérêts russes directs et des infrastructures physiques. Si Israël continue d'attaquer ses intérêts, la Russie n'a pas besoin d'entrer directement dans le conflit. Elle peut simplement fournir à l'Iran des armements et des technologies suffisants pour modifier l'équilibre des forces. La Russie pourrait également fermer l'espace aérien syrien aux avions israéliens, ce qu'elle n'a pas encore fait malgré les bombardements israéliens constants. Elle pourrait livrer ses systèmes anti-aériens au Hezbollah, rendant le nord d'Israël presque inopérable. Ce scénario est déjà plausible.
Si les tensions persistent, la Russie pourrait même commencer à livrer des technologies de missiles à l'Iran par des canaux non déclarés. Je prévois que l'Iran se tournera vers la Russie et signera le traité qu'il avait refusé, car cette alliance redeviendra une nécessité stratégique pour Téhéran face aux menaces israéliennes. Le jour où les systèmes S-300 apparaîtront au Liban, nous nous souviendrons de cette séquence d'événements, car les attaques en mer Caspienne auront conduit à ce tournant. Le corridor nord-sud reliant l'océan Indien à la mer Caspienne est crucial pour le commerce mondial. Toute perturbation de ce corridor nuira à l'Europe. La Caspienne est l'une des rares zones où les intérêts russes et européens coïncident. Une escalade militaire parmi les États riverains de la Caspienne affectera directement le flux de pétrole et de gaz, essentiel à l'économie européenne. C'est pourquoi Zakharova évoque des conséquences pour tous les États de la mer Caspienne. Le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, mentionnés dans cette déclaration, exportent massivement et utilisent cette mer comme artère commerciale. Ce que fait Israël n'est pas un acte de force, mais un acte de désespoir. Le mythe de l'invincibilité militaire israélienne s'est effondré à Gaza, au Liban, en mer Rouge. Gaza est devenu un bourbier avec des pertes israéliennes croissantes et une économie en déclin. Le dôme de fer, présenté comme infaillible, ne peut plus être considéré comme une garantie absolue. Le Hezbollah a prouvé que le nord d'Israël est vulnérable et les Houthis ont fermé la mer Rouge aux intérêts israéliens. Maintenant, Israël ouvre un front en mer Caspienne. Israël a multiplié les conflits sur chaque couloir maritime et chaque front géopolitique majeur, le détroit d'Ormuz, la mer Rouge et maintenant la Caspienne. À chaque étape, il s'enferme dans un cercle vicieux. Le prix de ces décisions n'est pas seulement payé par Israël, mais par chaque pays du Golfe et par toute l'Europe qui dépend du transit énergétique de la région pour sa survie économique. Lorsqu'un pays doté d'armes nucléaires attaque un autre pays en possédant un nombre bien plus élevé, il est crucial de comprendre les dynamiques en jeu. La Russie détient le plus grand arsenal nucléaire au monde, suivi des États-Unis. Israël, bien qu'armé, ne possède pas un tiers de ce que détient la Russie. Le calcul fait à Jérusalem est donc erroné. Israël semble croire qu'il peut agir en toute sécurité face à la Russie, en menant des opérations dans la Caspienne comme il le fait au Moyen-Orient, ce qu'il appelle tondre le gazon. Ce raisonnement est fondamentalement faux. La géopolitique russe ne fonctionne pas ainsi. Pour le Kremlin, il n'y a pas de retour à la normale après une attaque. Les alliances se forment ou elles n'existent pas. En conséquence, l'Iran se tournera inévitablement vers la Russie pour signer un traité qu'il avait précédemment rejeté. Ce jour viendra, et lorsque les systèmes S-300 apparaîtront au Liban, les roquettes artisanales sembleront appartenir à une époque révolue. La Russie n'entrera pas directement dans cette guerre. Elle pourrait vendre ou offrir des armes au Liban pour maintenir Israël occupé, l'empêchant d'étendre le conflit vers la Caspienne. Cette logique est stratégique et cohérente. Les grandes puissances agissent selon leurs intérêts avec une constance que les acteurs impulsifs sous-estiment souvent. Le problème ici est qu'Israël touche aux intérêts russes, ce qui change la donne. Si vous ne touchez pas à la Russie, elle n'interviendra pas. C'est la réalité géopolitique que j'ai observée pendant des décennies. Le jour où Israël a franchi cette ligne, il a transformé sa relation avec Moscou. Les conséquences de cette transformation commencent à se manifester. Les grands médias occidentaux ne produisent pas cette analyse, non pas par manque de faits, mais parce que cela ne correspond pas à leur récit. Il est essentiel que quelqu'un le fasse, c'est une responsabilité civique de demander un niveau de rigueur intellectuelle de ceux qui couvrent ces conflits. La santé d'une société libre repose sur des citoyens qui refusent les fictions rassurantes et insistent pour comprendre le monde tel qu'il est.